Alors, rebonjour, nous allons entamer cette deuxième partie de matinée avec une table ronde assez importante, majeure, je devrais dire, qui est sur ce quatrième pilier d'Energy Meeting, qui est l'adaptation résilience. La ville à 50 degrés, oui, les experts du GIEC prévoient ça, il fait déjà 40 degrés, je crois, à Nantes. Les experts du GIEC ne se sont pas trompés jusqu'à présent. Ils ont même été en deçà de ce qui existe en termes de dérèglement climatique. Pour nous en parler, Laurent Rosset, directeur général adjoint d'Aya Life Designer, Alexandra Lebert, directrice des domaines d'action stratégique et de recherche du CSTB, et Philippe Martial, président du CROA des Pays de Loire, c'est-à-dire de l'Ordre des architectes locaux et régionaux. Alors, le sujet est d'ampleur et je sais que je vais avoir du mal car j'ai des gens assez bavards, mais en même temps, c'est des gens plutôt experts et je suis très heureux en tout cas de vous accueillir et que vous puissiez nous parler de ce sujet qui est difficile et compliqué, surtout peut-être pas en termes de constat, mais surtout en termes de solutions. Alors, on va démarrer tout de suite avec Laurent Rosset. Alors, comme je l'ai dit, Laurent Rosset fait partie d'Aya Designer. Aya Designer, c'est quand même 700 collaborateurs, architectes et ingénieurs. Tiens, ça c'est pas mal de travailler déjà ensemble entre des techniciens, des concepteurs, et en tout cas des gens qui doivent prévoir l'avenir. Je vous laisse tout de suite la parole, car comme je l'ai dit, vous êtes bavard, et je vais avoir du mal à tenir le timing. Laurent Rosset, la parole est à vous pour les premières slides. Merci Philippe pour cette belle introduction. Très content de participer à cette table ronde avec mes amis et collègues. Déjà, avant de démarrer, juste un petit élément de sémantique, parce que je reviens du salon CIPCA et ensuite du Congrès national du plan bâtiment durable, avec mon ami Philippe Pelletier, on était là-bas, à Lille, et je me suis rendu compte que le mot adaptation, c'est devenu un mot valise. Alors ça m'énervait un peu, je voulais clarifier les choses. Sur le terme d'adaptation, j'entendais beaucoup de gens qui prenaient la parole, qui disaient oui, on s'adapte, par exemple à la réglementation au seuil 2028, au seuil 2031 de la réglementation environnementale, au sens que leurs services vont être adaptés à cette loi qui est donnée par les lois humaines, en fait, la réglementation. L'adaptation, c'est pas ça. Aujourd'hui, l'adaptation dont on parle aujourd'hui, c'est l'adaptation aux lois physiques, c'est-à-dire aux dérèglements climatiques qui nous arrivent. Premier petit élément, là je pense que dans la salle, il y a peu de gens qui faisaient la confusion, mais je l'ai entendu beaucoup de fois. Et puis, peut-être un peu une ouverture en disant, ce qui manque aujourd'hui à l'adaptation, contrairement à l'atténuation carbone, vous savez que l'ADEME a mis au point ce qu'on appelle les scopes, pour mesurer l'atténuation carbone. Vous avez le scope 1 et 2, globalement, c'est ce que votre entreprise va émettre de carbone dans son fonctionnement et dans les énergies fossiles qu'elle va brûler pour fonctionner. D'accord ? Pendant des années, rappelez-vous, il y a une dizaine d'années, il y a des gens qui nous faisaient du greenwashing, qui nous racontaient qu'ils avaient une entreprise très vertueuse parce que sur les scopes 1 et 2 de l'ADEME, ils étaient super top. Ils ne regardaient pas le scope 3, c'est-à-dire les produits et services qu'ils délivrent. D'accord ? Donc je fais un petit clin d'œil, mais voilà, quand on est une entreprise qui a une raison d'être, on doit regarder le scope 3 également de ce qu'on délivre comme service et produit. Donc par exemple, pour une agence d'architectes, nous on regarde, on trace le carbone des bâtiments qu'on délivre. Et quand on a regardé ça, c'est 99% de nos émissions carbone. L'intelligence carbone ou pas dans nos projets, c'est 99%. Et pendant des années, on parlait du 1%, le fonctionnement de nos bureaux. Je switch sur l'adaptation. Ce qui manque aujourd'hui à l'adaptation, c'est ça. C'est ce scope 3 de l'adaptation. On regarde aujourd'hui en adaptation ce que j'ai appelé le scope A et B, c'est-à-dire est-ce que mon entreprise elle est adaptée, d'accord, mes bâtiments sont-ils adaptés, sont-ils résilients, est-ce que j'ai mis en place des dispositifs pour mon personnel pour qu'ils soient adaptés, et est-ce que ma chaîne de valeur amont et aval est résiliente. On regarde que ça. Alors qu'il faut regarder le scope C, c'est-à-dire des produits et services qu'on va délivrer. Est-ce que ce que je produis dans mon entreprise, si c'est des bâtiments dans notre chaîne à nous, est-ce qu'ils vont être résilients ou pas? Et le dernier hic qu'on a, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur.
Mesurer le scope 3 en atténuation carbone, il y a le kilo équivalent carbone par mètre carré. Aujourd'hui, on cherche encore, avec Alexandra aussi, au plan BAT, avec les labos qui travaillent avec nous là-dessus, le bon indicateur, il est composite, il est systémique. L'indicateur de résilience, il est composite systémique et on ne le mesure pas. On ne le regarde pas et on ne le mesure pas. Voilà, ça c'était la petite sémantique. Maintenant, je vais vous dire un petit mot et je passe la parole à Alexandra. Je dis un petit jeu de mots, il faut passer du CAC 40 au CAC 50 degrés. Ça veut dire qu'il faut arrêter le développement dans l'économie actuelle si on veut être vraiment résilient, parce que ce qui nous arrive devant nous, c'est assez dramatique quand même en termes de prospection. On voit bien que climatiquement parlant, on a des gros problèmes. Donc il faut augmenter la connaissance. Je vais vous donner 3 petits exemples rapides pour vous dire que la connaissance, elle n'est pas bonne et qu'il faut mettre les lunettes 2050. Vous voyez, ça c'est des lunettes 2050. Je vais les prêter après à Alexandra et à Philippe. Quand moi je mets les lunettes 2050, je vois des trucs qu'il va y avoir en 2050, et même je regarde 2075. Pourquoi? Parce qu'on fait des bilans carbone sur 50 ans. Donc moi je veux qu'on me prouve que le bâtiment sur lequel on fait un bilan carbone sur 50 ans, on amortit son poids carbone sur 50 ans, eh bien, il n'est pas obsolescent avant 50 ans. Personne ne regarde ça en fait, je vous assure. On voit des programmes où personne ne se pose la question, est-ce que mon bâtiment il est encore utile? Est-ce que l'anthropologistique il sert encore dans 30 ans? Déjà, est-ce que si, économiquement parlant, il n'y a plus besoin de ça, est-ce qu'il est encore opérant le bâtiment? Ça tombe non. Et on a amorti sur 50 ans. Vous voyez l'absurdité. Donc sur la connaissance qu'il faut avoir, 3 petits exemples rapides. Les inondations. Aujourd'hui, quand vous regardez, j'ai pris un exemple à Beauvoir-sur-Mer, on voit mal, mais j'ai été voir à Beauvoir-sur-Mer, en juin 2024, il y a eu 1 mètre d'eau dans le centre-ville. Sur le PPRN, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune alerte de submersion marine ou d'inondation liée à un fleuve ou quoi. En fait, qu'est-ce qui se passe? On le sait tous, en termes de pluie intense, de pluie diluvienne intense, compte tenu du taux d'urbanisation et de non-infiltration des sols, vous avez des montées brutales des eaux dans des endroits, aujourd'hui, où si on regarde sur géorisque, si on regarde sur ce qu'on doit faire d'un point de vue légal uniquement, il n'y a aucun risque d'annoncer. Ça, c'est sur l'aléa inondation. Sur l'aléa chaleur, aujourd'hui, dans le règlement, vous savez qu'il y a le DH qui est apparu dans l'ARE, le degré d'inconfort. On regarde en termes de degrés combien de fois on dépasse en un an sur une période donnée. On nous a demandé depuis quelques temps d'intégrer le fichier météo de 2003. D'accord. C'est le constat de la canicule de 2003. Vous regarderez à Angers ou au Mans ou ailleurs, en Pays de la Loire, zone H2B, aucune heure au-dessus de 40 degrés. Aucune heure. Donc le fichier météo qu'on utilise pour faire des simulations de confort d'été vous donne aucune heure à 40 degrés. Beaulieu-sur-Layon, 2019, 42,6 degrés. 42,6 degrés, Beaulieu-sur-Layon. Angers, 2022, 40,7 degrés, etc. Donc on voit que nos fichiers météo, désolé de le dire, en termes de connaissances, ne sont pas bons non plus. Dernier exemple, l'incendie. Les SDIS. Qu'est-ce qu'ils regardent les SDIS? Ils regardent l'incendie qui peut démarrer dans un bâtiment. Ils ne vous donnent ou pas le permis de construire. Alors, ils regardent aussi les bâtiments à proximité, bien sûr, quand même. Les SDIS ne sont pas missionnés pour regarder les incendies qui viennent de la végétation. Oui. Donc, en termes de connaissances, on vous donne un permis de construire, ça tombe, il est en risque à l'horizon 2050, avec les lunettes. Ça tombe, il est en risque avéré 35% que votre façade soit en feu du fait de la végétation. Personne ne le regarde. Je prends un petit verre d'eau parce qu'il fait chaud, 50 degrés. Oui, et puis après, enchaîner. J'enchaîne. L'autorité, j'en ai quasiment fini. Mais ça, c'est hyper important ce que je vais vous dire. L'autorité, vous connaissez le plan national d'adaptation climatique, 51 mesures. C'est extraordinaire, lisez-le. On regarde comment être résilient envers la population, enfin protéger la population, protéger l'économie, protéger le patrimoine naturel, culturel, protéger les services essentiels de l'État, et on dit même en 5e axe, mettre en œuvre l'intelligence de la nation pour l'adaptation. Mais ce ne sont que des bonnes intentions. Est-ce que vous connaissez une autorité en France qui regarde si un projet est résilient ou adapté? Est-ce qu'il y a une autorité qui analyse si votre projet il est viable pour 50 ans avant de vous donner un permis de construire? Aucune. Il n'y a ni réglementation, ni autorité. Je vais aller plus loin, parce qu'il faut faire avec ce qu'on a.
on parle de résistance parasismique. Pour ceux qui sont nantais, ils ont connu ça en 2011. Boum, Nantes qui n'était pas sismique, l'est devenu. Il n'y a plus aucun projet qui n'est pas construit zone 3 parasismique. Mais c'est absurde qu'on ne construise pas en paraclimatique. C'est absurde, complètement absurde. C'est le même niveau que le sismique. Le sismique, on savait qu'il y avait des séismes depuis le Moyen-Âge. Les prêtres, dans les églises, ils notaient sur leur registre dès qu'il y avait un tremblement. Depuis le Moyen-Âge, on sait que la terre tremble en France. On a fait les premiers règlements français en 1900, les fameux règlements ou normes que tout le monde critique. Moi, franchement, heureusement qu'il y a des normes et des règlements, hein, parce que sinon, ça serait complètement l'horreur. Donc moi, je suis pour les normes et les règlements. Je le dis carrément, il n'y a aucun souci là-dessus. La première norme qui est sortie en France, c'est sur l'électricité. Pourquoi? Parce que ça brûlait. Donc on a réagi. La première norme parasismique, elle est apparue quand? En 1960, parce qu'il y a eu un séisme en Algérie, dévastateur, qui a tué plein de monde. On a mis 60 ans, après le premier règlement, à faire un règlement parasismique. C'est normal, ça fait 20 ans qu'on parle de l'adaptation, qu'on n'en ait pas encore un. Mais heureusement que ça va venir. Et après, derrière, il faudrait une autorité. Pour le risque incendie qui vient de l'extérieur, on le propose au SDIS. Pour vérifier la résistance paraclimatique, les bureaux de contrôle, bien sûr. Il y en a dans la salle, j'imagine. APAV, Socotec, Alpcontrol. Ces gens-là, ils sont performants. On ne devra pas pouvoir donner un permis de construire à un projet qui est obsolescent à court terme. De toute façon, il y aura des procès après-demain. Okay, donc voilà, ça c'est l'autorité, il en manque une. Je dis même aujourd'hui, je regarde Marjolaine d'un clin d'œil, il faudra un ministère de l'adaptation. C'est tellement la condition sine qua non de tout. Comment on peut imaginer un ministère du développement durable ou de la transition si on ne fait pas avant? Est-ce que le truc, il n'est pas obsolescent dans 20 ans ou même avant? Il faut un ministère de l'adaptation, je plaide pour ça. Dernier truc, la compétence. Et je laisse la parole à Alexandra, elle est beaucoup plus compétente que moi. On a travaillé ensemble sur, déjà, se dire, si on avait une méthode, ça serait intéressant. On a appelé ça l'adaptation du bâtiment existant pour les nuls. Parce que nous, on était nuls. Moi, j'étais nul quand j'ai démarré avec toi. Tu m'as appris beaucoup de choses. Et en fait, c'est vrai qu'au-delà même de connaissance autorité, il va falloir qu'on développe des compétences pour passer du mode atténuation à un rééquilibrage fort sur le mode adaptation. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je vois dans AIA, on est 700. Je pense qu'au moment où je vous parle là, il y en a 690, enfin non, j'enlève les services support, il y en a 600 qui réfléchissent atténuation. Il y en a 3 ou 4 qui réfléchissent adaptation. Donc voilà, donc on n'est pas du tout exemplaire. Hein. Mais on a un problème avec ça. Il faut qu'on rééquilibre. Les deux ensemble, hein, bien sûr. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas atténuer. C'est les deux ensemble. Mais on n'oublie pas l'adaptation, sinon ça n'a pas de sens. Bien. Eh bien, parole, bravo. Bravo Laurent Rosset. Effectivement, par rapport à cela, parole maintenant au CSTB. CSTB, c'est 200 chercheurs au service du bâtiment. Et il y a des outils sur notamment les matériaux. Est-ce qu'on est sûr que l'étanchéité va résister à 50 degrés? Est-ce qu'on est sûr que peut-être les équipements analogiques, numériques, voire même les équipements de superstructure et d'infrastructure vont résister? La parole est à vous. Alors Laurent, tu as tiré plein de ficelles et donc je vais essayer de rebondir sur certaines d'entre elles. Il y a effectivement le sujet on parle beaucoup de confort quand on parle de vagues de chaleur. On parle un petit peu moins de dilatation, un peu moins d'accélération de la corrosion, un peu moins de moisissure, un peu moins de dessiccation et de risque incendie accru. Donc il y a vraiment tout ce sujet-là de quelle est la sinistralité actuelle qui est due aux aléas climatiques que l'on connaît et comment cette sinistralité va évoluer. Alors nous, ça nous interroge évidemment, puisque lorsque l'on délivre des avis, lorsque l'on délivre des certifications, des labellisations, on a envie que cet avis perdure dans le temps. Et effectivement, c'est de faire en sorte que les produits qui sont installés ne connaissent pas de sinistralité dans les années à venir. On le voit bien, on a un certain nombre de syndicats de fabricants qui viennent nous voir avec les mêmes interrogations, avec l'idée que si on préconise des produits, on a envie que ces produits préconisés dans certains territoires soient aussi performants dans la décennie, dans les plusieurs décennies à venir. Donc il y a vraiment cette question-là qui est ouverte. C'est un chantier qui est assez faramineux. Alors si vous avez envie de le raccrocher au PNAC, le PNAC, il y a une mesure qui s'appelle la mesure 24, qui est là pour ouvrir le chantier de la révision de l'ensemble des normes pour les différents secteurs. Il y a le secteur de l'énergie, il y a le secteur du transport, il y a le secteur du bâtiment. Les deux premiers secteurs sont bien plus avancés que nous. Ils ont des choses, des protocoles, et tout un tas de choses qui projettent déjà le climat.
Le secteur du bâtiment, c'est vraiment très embryonnaire pour l'instant. Il y a la TRAC qui va beaucoup nous aider, donc la trajectoire de référence d'adaptation au changement climatique. Laurent montrait dans les petites bulles qui nous définit une composante commune. Pourquoi c'est important? Parce que vous aviez les scénarios. Les scénarios, c'est du récit. Ces scénarios, ils sont ensuite pris en compte par les organismes de recherche et ils en font des modèles. Donc vous avez en France l'Institut Pierre-Simon-Lapiasse, vous avez le CNRM qui est attaché à Météo France, et eux, leur travail, c'est de créer des modèles avec les incertitudes qu'on le connaît. À partir du moment où on a des modèles, il faut passer dans le monde du bâtiment, et c'est comment on fait de la descente d'échelle, comment on vient donner les bonnes données pour que les différents acteurs du bâtiment, pour des questions qui soient soit du dimensionnement, soit de la prévention des risques, et des fichiers météo. Depuis le printemps, vous avez des fichiers météo TRAC compatibles qui ont été développés avec le soutien de l'ADEME entre Météo France et le CSTB. Et donc, normalement, les bureaux d'études ont de quoi aujourd'hui faire des premiers tests. Alors je sens il est basé SSP2-4.5, pour ceux qui connaissent ce truc. Donc c'est quand même encore un scénario relativement optimiste. 2, 4.5. 4.5, c'est le forçage. Les schémas montrent qu'on va plutôt être sur de forçage à 7 ou 8. Et le 2, c'est vrai qu'il est assez pessimiste, c'est le comportement de la société, avec un mode assez autarcique, les pays ne parlent pas entre eux, chacun se resserre sur lui-même. Il y a 2 et 3 qui sont un peu comme ça. Mais donc le 2, 4.5, qui est utilisé par la TRAC, il est assez optimiste de notre point de vue. Voilà. Alors moi, j'ai l'avis contraire. En fait, j'attends vraiment des retours d'expérience qui vont avoir lieu dans les semaines à venir. Comment ce fichier-là est compris et quelles sont les décisions qui sont prises? C'est toute la question de si on met des fichiers avec des canicules extrêmes que vous ne savez pas gérer autrement que par de l'actif, ça veut dire que vous n'avez pris qu'une seule solution. Vous devez travailler la partie active. Et est-ce que cette question va faire que si on travaille bien l'actif, on travaille un peu moins la partie passive? C'est vrai que c'est une vraie interrogation pour nous. Donc la question de comment ce signal, comment ces fichiers TRAC vont être pris en compte par la profession et quelles sont les injonctions ou les orientations sur la conception qui vont être faites. Tout à fait d'accord avec toi, et je vais me faire un petit complément là-dessus. Vous savez, je vous ai parlé parasismique. Dans le parasismique, on a des classes d'importance de bâtiments. Si vous êtes un bâtiment agricole, vous n'êtes pas soumis. Si vous faites un hôpital, vous êtes classe 4. C'est hyper important d'être parasismique si vous êtes classe 4. Et par rapport à ce que dit Alexandra, et parce qu'on peut avoir ce débat sur quel est le scénario climatique qui arrive, c'est un débat d'experts, à la limite, c'est presque pas très important. Si on se dit qu'on est sûr que ça va chauffer, à 50 degrés à un moment, ce qui est intéressant de se dire, c'est est-ce qu'on ne peut pas, comme on l'a fait en sismique, classer les bâtiments par risque d'importance? Parce que sincèrement, à mon avis, c'est beaucoup plus important de rendre résilient un hôpital qu'un bâtiment de stockage de matériel, vous voyez. Sauf si c'est une valeur patrimoniale énorme, sauf si c'est des tableaux d'une valeur, bon, ok, mais du stockage lambda. Donc ça veut dire quoi? Si on a cette classe d'importance, on va amplifier finalement le fichier météo, parce que quand il y aura un problème de canicule extrême, les gens ils iront où? À l'hôpital, parce qu'en plus on a tout concentré. Les hôpitaux en un seul endroit. Dans un département, il n'y a plus qu'une seule urgence demain. Tu fais bien de parler de l'usage. Il y a la question d'usage, il y a la question de territoire et il y a la question aussi en fait, d'échelle temporelle. Et donc, effectivement, on revient aussi sur la question de l'usage. On est en train de parler de confort et de température, mais on parle aussi de grêle. Donc, il y a vraiment la question de est-ce qu'on doit mettre en place des choses sur la grêle? Comment on révise les cartes vent? Et donc pour nous, là, l'enjeu, c'est s'il faut réviser l'ensemble des normes, l'ensemble des DTU, l'ensemble des Eurocodes, par quoi on commence? Quelles sont les priorités en termes de sécurité, priorités en termes d'aspect sanitaire? Donc le chantier est ouvert. Nous, on est en train de commencer à bouger aussi nos marques de qualité. Donc on en a une première, c'est la QB34. La QB34, elle fait le lien entre les industriels des matières vinyliques et puis les producteurs de fenêtres PVC. Cette QB34, ça y est, ça veut dire que la matière, elle est là pour être un tiers de confiance pour dire que la matière va être stable dans le temps. Et donc on vient de passer en climat sévère. On était en climat modéré pour la France hexagonale, on vient de passer en climat sévère. L'idée, c'est de faire en sorte que tout ça bouge. Le chantier est astronomique, avec des moyens qui n'existent pas pour l'instant, sur des temps où aujourd'hui on se donne le temps de la concertation et du consensus, c'est le travail normatif tel qu'il est aujourd'hui. Et donc dans le temps qui va nous être imparti avant qu'on connaisse une sinistralité accrue, tout ça nous fait un bon casse-tête. Très bien. Vous aviez encore une slide, je crois? Ah oui. Sur la question des solutions, bon, je reviens sur la question des températures.
on parle, et jusqu'à présent, il y avait la question de quelles sont les données qui existent pour nous permettre de travailler la notion d'exposition. Donc, à quoi je suis confronté? Se pose ensuite la question de la vulnérabilité du bâtiment. Comment le bâtiment réagit à telle ou telle sollicitation? Là, cette table ronde, on parle évidemment de la partie vague de chaleur, mais on va parler de la même chose pour la grêle, on va parler de la même chose pour le retrait-gonflement d'argile. Qu'est-ce qui fait et comment votre bâtiment réagit? On a déployé sur la BDNB. La BDNB, c'est la base de données nationale des bâtiments. C'est un croisement d'une vingtaine, voire un peu plus maintenant, de bases de données. Il y a une partie où on fait du géocroisement sur ça, et puis il y a toute une partie experte où on vient compléter les données et on vient apporter de l'indicateur d'expertise. Un indicateur qu'on a déployé printemps dernier, c'est l'indicateur de surchauffe des bâtiments. Oui, tu peux. Celui-ci, là, vous l'avez vu sur des parcs entiers, c'est donc la capacité qu'on a aujourd'hui de déployer un indicateur qui prend en compte, qui est là pour mesurer, et d'un point de vue pédagogique, la qualité d'un confort dans le bâtiment. Donc on a mis une échelle qui est de 1 à 10, sur lequel, derrière, on fait tourner des cœurs de calcul qui sont de ceux à peu près de comètes. Donc les cœurs de calcul que vous avez au niveau réglementation. Ça, ensuite, on a fait des métadonnées, des métamodèles, ce qui nous permet de déployer ces indicateurs pour l'ensemble du parc résidentiel français. Donc aujourd'hui, on a un indicateur pour chaque bâtiment résidentiel en France qui vous donne son indicateur de confort, classé entre 1 et 10. Vous pouvez aller regarder. Donc la BDNB, vous avez une application qui est dédiée à ça. Donc c'est l'applicatif GoRénov. Et aujourd'hui, sous GoRénov, vous avez un indicateur qui est l'indicateur de surchauffe des bâtiments. Ce travail-là qu'on a fait pour la partie surchauffe, on le fera dans les mois à venir pour d'autres thématiques. Le prochain qui est en cours, c'est le retrait-gonflement des argiles. Quelle est la vulnérabilité des biens existants au retrait et gonflement d'argile? Très bien. Eh bien, maintenant, pour nous en parler, Philippe Martial, architecte, président de l'Ordre des architectes régionales. Philippe Martial, je crois que la mission de l'architecte, elle est d'intérêt public. Oui, alors... Est-ce que l'architecte, ce sera une question... J'ai tout de suite donné un objet à Laurent, ça va l'occuper. Comme ça, je vais pouvoir aussi développer mon propos plus facilement. Voilà. Merci. Voilà, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez un maître d'ouvrage qui dit « moi j'ai envie de construire simplement, là, avec une petite isolation, RE 2020, voilà ». Mais en train de dire, je crois que c'est Laurent qui disait, mais il faut qu'on prévoie les choses pour... Vous avez le droit de dire non. Alors, je vais peut-être pas commencer par le côté qui fâche, le devoir de renoncement, parce que là, ça sera un devoir de renoncement. Je préférerais un petit peu redévelopper par rapport aux propos précédents, et notamment reprendre les lunettes du prisme de 2050, parce que j'avais absolument pas découvert cet objet, Made in China, de Laurent. Donc, je lui laisse, je le prends pas, mais je vais essayer d'avoir une vision qui est complémentaire, qui n'est pas différente. La ville à 2050, au vu des échanges que j'ai bien évidemment avec mes confrères, on ne peut pas la limiter à un bâtiment sous sa forme technique. En fait, il faut le voir sur un dézoomage à l'échelle d'un territoire, et d'un territoire beaucoup plus vaste. Donc la ville à 2050, c'est déjà regarder au moins la ville, voire les environnements. La ville, c'est... 2050, on ne peut pas dire qu'on va mieux isoler, mieux gérer l'air, si déjà on ne parle pas de renaturer la ville. Bien évidemment, les îlots de chaleur, c'est quelque chose d'extrêmement dramatique, donc il nous faut des îlots de fraîcheur. Donc là, un certain nombre de villes, dont la ville de Nantes, a commencé à entreprendre à désimperméabiliser des sols, ce qui est déjà une chose extrêmement importante, à planter un certain nombre d'arbres. Et ça, c'est des solutions qui participent à la qualité de vie des citoyens, qui ne sont pas véritablement de l'architecture, mais du paysage, mais qui vont avoir une incidence énorme sur les bâtiments qui constituent la ville. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, j'allais dire, on va reprendre, parce que tous les propos avec quelques acronymes que je ne comprends pas toujours, auxquels je suis obligé de prendre un lexique, ne sont pas toujours en adaptation avec le bon sens des citoyens, et notamment l'usage qu'a évoqué Alexandra, parce que l'usage doit être simple de tout ça. Donc il faut aussi parler simplement et donner des réponses efficaces. Et là où les architectes peuvent puiser, ont puisé et puisent toujours leur source d'inspiration,
c'est les différentes constructions, vernaculaires ou pas, qui ont déjà été construites et qui fonctionnent dans des territoires qui connaissent depuis bien longtemps des problèmes de chaleur. Enfin, des problèmes, ça fait partie de leur quotidien. Donc, premièrement, il faut aussi reprendre et opposer et privilégier le low-tech par rapport au high-tech. Il y a une première slide, et Laurent, j'inviterai à passer la deuxième, s'il te plaît. Merci. Donc, c'est évidemment les patios, les rigades. Enfin, tout le monde connaît par cœur ces sujets-là. Ça paraît une évidence, mais parfois, dans nos programmes fonctionnels, on oublie que ça peut exister. Ça n'est pas sans poser des problèmes par rapport à des normes incendies ou des sujets, tout ça. C'est pour ça que je parle bien de sources d'inspiration. Et la troisième slide va nous permettre de dire que de manière tout à fait contemporaine, c'est une école en Afrique qui a été faite par un de nos confrères qui effectivement s'inspire d'une architecture très vernaculaire et qui va gérer des flux d'air et protéger du soleil les usagers. Donc ça, premier sujet, c'est qu'il faut qu'on puisse se réinspirer, reprendre les sujets qui ont déjà été traités il y a un certain nombre de temps, y compris au niveau des matériaux locaux. Parce qu'au final, à l'époque, on n'allait pas forcément faire des milliers de kilomètres pour poser une charpente ou des menuiseries, ou voire même des murs. On prenait sur site. Donc, les solutions existent, il faut juste regarder un petit peu autour de nous. Un autre sujet, et là je dépasse complètement l'aspect technique, c'est concevoir des espaces polyvalents. On parle le bâtiment, mais en fait, il faut penser au programme. Le maître d'ouvrage, quand il commande quelque chose, il faut qu'il pense à la réversibilité des ouvrages, mais également des ouvrages dans la temporalité de la journée ou de la saison, ou des deux. Encore une fois, il est dommage qu'il y ait beaucoup de bâtis qui ne soient occupés que 5-6 heures par jour, que ce soit pour les périodes de sommeil ou les périodes de travail. Donc réapprendre tous ces sujets-là. Le Covid, on avait cru que ça allait nous donner des bonnes solutions, puisque tout le monde était hyper enthousiaste. On ne concevra plus après le Covid comme avant le Covid. Il est où le résultat? Il n'y en a pas de résultat. On n'a pas plus d'espace extérieur, on n'a pas plus de sujets. Et c'est pour ça que je vais rebondir sur un sujet un peu économique, libérer le foncier. Parce que j'ai parlé du paysage, mais j'ai oublié de parler du foncier. Aujourd'hui, le foncier dans les villes, il est tellement cher qu'on n'a pas les moyens de proposer de l'habitat ou des bâtiments de qualité, puisque quasiment la moitié du prix passe dans l'achat du foncier. L'équation, elle n'est pas liée. L'usager ne peut pas s'offrir, que ce soit un usager qui soit professionnel, qui soit institutionnel ou qui soit particulier, il est complètement inadapté à pouvoir répondre à ce sujet-là. Et puis, pour répondre à ta question, et j'y viens, les architectes qu'aujourd'hui je représente pour les Pays de la Loire, ils ont une responsabilité. La loi de 77 nous a confié un monopole pour la conception des bâtiments, quels que soient les bâtiments. Alors vous allez me dire en dessous de 150 mètres carrés, en fait c'est une dérogation à la loi de 77, c'est dans notre jargon. Mais pour le reste, sans architecte, aucun permis de construire en France ne peut être déposé, en tout cas accordé. Donc moi j'invite toutes mes consoeurs et mes confrères à avoir la capacité d'accompagner les clients pour les inviter à modifier leur programme quand il n'est pas en adéquation à la pérennité des bâtiments. On n'est plus sur des biens de consommation courante, des biens qui sont, Laurent l'a dit tout à l'heure, à l'échelle de l'amortissement. L'amortissement, c'est quoi? C'est un amortissement financier. On va parler de l'amortissement avec notre planète. Et dans ces cas-là, le côté perpétuelle des constructions, l'évolutivité, voire même la transformation majeure doit être à l'esprit de chacun des concepteurs. Et les architectes, et j'insiste beaucoup là-dessus, ont un monopole pour garantir la qualité donc aux usagers et aux consommateurs dans l'intérêt général. Et ce n'est pas des mots qui sont faibles d'importance. Donc moi, c'est véritablement un appel, puisque c'était pour répondre à ta question initiale, oui, de dire que j'aime pas le mot renoncement, parce que je vais être positif sur ces propos. Je crois que les événements climatiques peuvent être un formidable tremplin pour repenser notre société avec des rapports différents, avec un rythme de travail, un rythme de vie qui pourra
on voit les limites aujourd'hui, on voit les crises politiques. Peut-être que les rapports des citoyens entre eux seraient différents si jamais on repensait à la fois la ville et nos paysages d'une manière fondamentalement différente. Très bien. Écoutez, le planning, en tout cas, est complètement bouleversé, mais c'est grâce à vous, pas à cause de vous, pardon, grâce à vous. Et j'aimerais un petit mot de conclusion de Laurent. Bref, c'est possible? C'est possible. C'est possible? Si je vous saoule, vous levez la main. Non, mais c'est juste le planning est explosé, quoi, c'est ça. Donc peut-être passer rapidement sur ces... Oui. Ouais, parce que je crois rapidos. que... Là, Désolé. Je vais dire deux choses. Un, je m'inscris totalement dans ce que dit Philippe, et j'ai même insisté. C'est pas la slide qui est là, mais c'est en rebond de ce qu'il disait. Les solutions les plus pertinentes en termes d'adaptation aujourd'hui, elles sont pas techniques, elles sont bien sûr low-tech, mais elles ne sont pas que architecturales. En fait, l'adaptation invite aujourd'hui des compétences qu'on n'a pas nécessairement dans notre chaîne de valeur. Pourquoi? Parce que les meilleures solutions d'adaptation aujourd'hui, elles sont dans l'organisation humaine. Exemple, savoir accepter qu'un bâtiment pourrait fonctionner en mode alternatif. Parce que ça serait tellement cher de le rendre robuste à tout aléa climatique qu'il vaudrait mieux prévoir un bâtiment qui pourrait accepter à un moment donné de prendre l'aléa, mais de se remettre en route très rapidement derrière, sans dommages corporels ni matériels. Vous voyez ce que je veux dire? On sent qu'on rentre dans une société, dans une économie, dans notre filière, où il faut penser en dehors du bocal, autrement, en allant chercher des solutions sur les organisations humaines. Notre façon de travailler dans la société, d'enseigner dans la société, de produire, de consommer dans la société, doit être repensée à l'aune de ce qu'on va vivre en termes climatiques. Et je pense que l'architecte, d'ailleurs, est un élément essentiel pour à la fois porter cette compréhension, ce discours, parfois un renoncement intelligent, un déplacement intelligent. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, forcément solution sur la nature, avant d'être technique, basée sur la nature, tu en as parlé. Et enfin, les solutions techniques qui coûtent cher. Là, je vais vous dire juste une phrase, de dire que, quand je vous disais, ça invite des nouvelles compétences qu'il faut qu'on développe, ce que j'appelle par exemple la planification stratégique de l'adaptation. Aujourd'hui, vous avez 10 aléas climatiques qui peuvent créer des dommages sur les gens, sur les bâtiments, sur les services essentiels de l'État, sur le patrimoine culturel ou naturel. D'accord? Vous en avez 10. Eh bien, il y a une énorme valeur demain, à savoir, en ayant compris, en ayant la connaissance de l'évolution climatique, quel aléa je vais prendre en premier pour mon client, comment je vais le planifier dans le temps, l'intervention pour être plus résilient, et à quel niveau d'investissement. C'est ce que j'appelle le nouvel OPC. Le plan d'adaptation, là je l'ai illustré avec l'aléa chaleur, mais je ne vais pas le commenter le graphique. Il doit être ordonnancé, c'est-à-dire quel aléa je traite en premier, planifié à quel moment, calibré à quel niveau d'investissement. Et peut-être que l'aléa 1 que je prends, je vais investir en 2 fois dessus. Parce que le climat se dérègle, vous voyez, c'est dynamique cette affaire. On voit bien qu'il y a des compétences énormes à développer. C'est ça que je prône. Dernière diapo, et je fais un petit clin d'œil à Philippe Pelletier, qui m'a soutenu et motivé à faire ce travail avec tous nos collègues du plan BAT. On sort un guide d'ici 1 mois et demi sur la méthode pour adapter, très simplement, où on fait une analyse des bâtiments existants au GPS. On regarde l'horizon d'études, c'est-à-dire à quelle date on regarde, le scénario climatique qu'on choisit. Ensuite, on a la situation géographique. Il faut utiliser les données satellitaires aujourd'hui. Les données de terrain ne sont pas suffisantes. On a l'intensité et la probabilité d'occurrence qui vous donne l'ensemble sur les aléas et les risques climatiques, ce qu'on appelle l'étude d'exposition. Tout ça, ça sera détaillé dans le guide. C'est compliqué, mais j'ai essayé de le résumer en une slide. Là, on utilise les sensibilités bâtimentaires grâce à la base du CNDB, la BDNB. Vous avez 80% des données du bâtiment. C'est incroyable. Vous allez voir votre maître d'ouvrage, vous lui dites quels sont ses enjeux d'usage. Est-ce qu'il y a des personnes âgées? Est-ce qu'il y a des enfants dans cet immeuble? Est-ce qu'il y a des matériels d'une valeur inestimable? D'accord, vous voyez ce que c'est l'enjeu d'usage. Là, vous avez la vulnérabilité et vous devez croiser les deux. D'accord? Plus rapidement, croiser les deux, ouais. Vous avez les risques. Oui. Et après, vous avez un programme stratégique d'adaptation. Je ne commande pas plus. Et Laurent, Merci. juste pour terminer. Merci, Vraiment, Laurent. Et j'ai terminé.
Un mot de... Allez, un en petit plus, mot. je suis passionné, la salle est pleine, et franchement, ça me fait un petit peu de la peine de stopper ce discours, mais oui, je sais, mais je n'ai pas bien compris. Le mot de la fin, peut-être... Un petit mot de la fin sur ouais. la partie responsabilité. Ou la phrase de la fin, peut-être. Il y a 2 ans, Santé publique France est venue nous voir en nous disant « Demain, on va avoir un problème sanitaire majeur qui est le vécu des populations face à la chaleur. 80% du temps, nous le passons dans un bâtiment. » Donc Santé publique France s'est dit « Il faut qu'on joue sur les déterminants. Donc il faut qu'on parle au monde du bâtiment. Si le monde du bâtiment ne se sent pas partie prenante de la santé publique, parce qu'il agit directement sur le confort et donc sur la santé des occupants, ça sera raté. » Donc, depuis 2 ans, Santé publique France nous alimente, et l'idée, c'est qu'on alimente l'ensemble du secteur du monde du bâtiment sur des données relatives aux enjeux de la chaleur, sur la santé et le bien-être de nos concitoyens. Donc, sujet de confort, mais clairement sujet sanitaire pour les décennies à venir. Très bien. Philippe ? Et moi, ça sera la phrase également, ma phrase de la fin. Donc, l'architecture de la résilience climatique n'est pas seulement technique, elle est profondément culturelle, sociale et politique. Et j'en ai terminé, et j'invite bien évidemment toute l'Assemblée à nous rejoindre le 10 octobre prochain au Palais des Congrès d'Angers, car nous faisons un gros colloque animé par Camille Cronier sur effectivement la résilience et l'eau, et principalement l'eau douce dans nos villes. Très bien, il n'y a plus qu'à vous applaudir déjà. Le planning est explosé, mais j'assume totalement. Quelques questions, peut-être, parce que vraiment, c'est très important. C'est un sujet à Energy Meeting qu'on va continuer à explorer puisqu'il est infini. Le dérèglement climatique est infini. La place est à quelques questions, réponses de la salle, s'il y en a. Sinon, j'en ai une, hein, toujours, en réserve. Ça veut dire que quoi, l'ingénieur architecte, il ne peut plus travailler comme avant, là, Laurent? C'est quoi, il devient On redonne la parole, c'est dangereux. Non, oui, c'est vrai que c'est un peu dangereux avec toi, mais en une phrase. En une phrase. Vous connaissez l'histoire du cerveau gauche, cerveau droit. Cerveau gauche, depuis à peu près l'ART 2012, on comptabilise avec une métrique. Hein, on mesure l'énergie qu'on consomme, on la réduit. On mesure le carbone qu'on émet, on le réduit. On a beaucoup développé ça. Ça rassure beaucoup les ingénieurs. Ils adorent. On est dans des tableurs Excel et tout. Là, il y a un nécessaire rééquilibrage vers le cerveau droit. Le cerveau droit, c'est ce que j'appelle de l'adaptation. C'est-à-dire, c'est cette capacité, et je la sens à quelque part plus intuitive chez l'architecte, où ce n'est pas uniquement basé sur des données scientifiques quand même qu'il faut connaître, parce que les solutions, il faut aller les chercher au fond de nous. Il y a des choses qui sont liées à l'intuition, à la perception du temps qui arrive, avec les problèmes qui peuvent s'agréger. Parce que les risques, en plus, sont combinatoires, les risques climatiques. Donc, certainement que notre maîtrise d'œuvre, moi, c'est la vision que j'ai, dans les 10, 20 ans, 30 ans qui viennent, va évoluer vers des métiers qu'on ignore encore. Hein, vous connaissez l'adage, 30% des métiers de 2050 n'existent pas. Chez nous, c'est peut-être plus, parce qu'on doit agréger des nouvelles compétences et notamment porter un discours. Tu en parlais. Philippe, Clair, tu voulais rajouter peut-être quelque chose? Que les politiques se l'approprient et surtout que nos concitoyens le comprennent. Parce que sinon, rien ne se fera en matière d'adaptation. Je crois que Philippe voulait... Je sais pas, ça fonctionne. Oui, en ce qui concerne les architectes, souvent on nous rappelle qu'on est au service d'eux. Mais on est au service d'eux de choses qui nous dépassent. Et quand je dis de choses qui nous dépassent, ça va dépasser aussi le maître d'ouvrage. C'est nos engagements, c'est nos compétences, nos convictions et nos convictions sociétales. Et c'est ça qui est extrêmement important, et ce qui était rappelé par nous tous, c'est que les normes vont aider à faire rentrer dans des cases un certain nombre de sujets, sauf que parfois les cases sont mal formulées, sont peut-être incompréhensibles, sont peut-être beaucoup trop complexes, et surtout sont assez peu vérifiables dans le temps. Parce que quand on parle de normes, on se rassure, on s'y appuie, mais quelque part, on met une norme et on trouve toujours une manière d'y déroger, sans même parler de la mise en œuvre. Parce que là, on n'a absolument pas parlé de la capacité à construire, on parle de la capacité à penser les bâtiments. Mais encore une fois, il faut que nos amis du bâtiment réalisateur soient en capacité de le faire.
y compris au niveau économique. Donc je sais que la situation économique du monde du bâtiment est assez compliquée, on va dire ça comme ça, mais peut-être qu'une manière de montrer qu'on est là pour abriter dignement les citoyens dans des conditions de santé qui soient convenables, c'est également de parler de nos propres convictions plus que des lobbying économiques de certains marchands de produits, alors peut-être d'ailleurs venant d'ailleurs. Voilà, donc en fait, le mot de la fin, le mien, c'est plutôt ça. C'est on a des convictions, il faut les appliquer. Il est temps. Bon, ben, écoutez, alors dans ce cas-là, félicitations encore à vous, bravo de ce discours, de ces idées, et surtout j'espère qu'il y aura des actes. Oui, je suis profondément convaincu, on ne peut plus concevoir avec le passé, concevoir avec les 25-50 ans à venir. Si on pouvait faire ça, on peut sauver, non pas la planète va nous survivre, mais on peut nous sauver, nous, humains. Merci à vous.